L'objectif de ce nouveau cours que nous allons commencer cette semaine est celui de découvrir l'Europe de la révolution industrielle au XIXe siècle. Avant de commencer tout court, il est bon de se demander que veulent dire les mots du sujet. Tout d'abord, révolution, c'est un terme qui ne vous est pas inconnu, nous avons parlé de la Révolution française. Quand on parle de révolution, on indique que ça va être une période pour laquelle il va y avoir des changements et des transformations. Âge industriel. Âge industriel, c'est l'époque à laquelle des industries apparaissent. Oui, mais qu'est-ce qu'une industrie? C'est souvent un mot qu'on utilise, qu'on emploie, qu'on entend, sans véritablement savoir sa signification. Par industrie, on désigne la façon de produire des biens. En d'autres termes, on désigne la façon de fabriquer quelque chose. Dans une industrie, on va fabriquer par exemple aujourd'hui des voitures, on va fabriquer par exemple aujourd'hui des vêtements, fabriquer par exemple des médicaments. Quand a lieu cet âge industriel? Il a lieu au XIXe siècle, donc entre 1801 et 1900. En réalité, nous allons voir que c'est une période qui est un petit peu plus large. Les objectifs donc en fait de tout ce chapitre que nous allons étudier sur à peu près 2 semaines sont les suivants. Comprendre ce qu'on appelle révolution industrielle, comprendre donc premièrement ce qui va changer dans la façon de produire, dans la façon de fabriquer quelque chose, mais également essayer de comprendre quels sont les changements dans la façon de travailler au XIXe siècle et pour quelles raisons il y a eu tous ces changements. On comprendra également qu'est-ce qui a changé dans la façon de se déplacer. On va voir qu'il y aura des nouveaux moyens de transport qui vont apparaître au XIXe siècle. Nous allons aussi étudier que la façon de vivre des gens va forcément changer. Ça sera peut-être positif ou négatif, ça sera à nous de le découvrir tout au long de ce chapitre. Tout d'abord, commençons avec cette première capsule vidéo, ce premier épisode sur quels sont les changements qui ont lieu dans la façon de produire et pour quelles raisons. La première chose qu'il faut se poser, c'est comment produit-on jusqu'alors? Bien, jusqu'alors, jusqu'au XIXe siècle, il faut savoir déjà que la première chose, c'est que la majorité des gens travaillent surtout dans l'agriculture. On le voit ici avec cette gravure qui date du XVIIIe siècle. On voit donc ici dans un village que ce sont des paysans qui travaillent dans les champs. On voit qu'ils travaillent surtout manuellement. Parfois, ils utilisent une force tractée. On voit ici, par exemple, que ce sont des chevaux qui vont tirer finalement la charrue. Bien évidemment, on sait déjà fabriquer des choses jusqu'au XIXe siècle. On sait déjà fabriquer des vêtements. On sait fabriquer déjà des objets en métal. Mais où cela se fait-il? Ça se fait soit à domicile, comme vous le voyez ici sur cette photo-là, soit dans des petits ateliers, soit dans des manufactures. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que jusque-là, on produit toujours en petite quantité. On fabrique plutôt de façon manuelle, en gros on fabrique surtout à la main, même si déjà il y a quelques machines, on a vu qu'on peut être actionnées soit par des animaux, soit par des énergies qui sont obtenues par exemple avec la force de l'eau, ou alors avec la vapeur qui est obtenue avec le charbon de bois. Qu'est-ce qui va donc changer dans la façon de produire à l'âge industriel? Eh bien, pour le comprendre, j'ai choisi de partir d'un exemple local, un exemple bien bourguignon, même la Saône-et-Loire. Nous allons parler donc en fait de ce qui s'est passé au Creusot, donc ville qui est située au nord de Matour, au XIXe siècle. Voilà à quoi ressemblait le Creusot en 1805. On voit que le Creusot n'était vraiment pas tellement étendu, c'était une petite bourgade. Alors, on y fabriquait déjà des choses, il existait déjà une manufacture royale, ici vous voyez au premier plan, c'est-à-dire que on fabriquait déjà quelques canons dont avait besoin donc en fait l'armée, et tout au fond la cristallerie où on fabriquait également du verre. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'était une manufacture qui produisait pas en grande quantité. Et puis, la main-d'œuvre, elle était constituée, certes, de quelques ouvriers, mais surtout de quelques agriculteurs qui, l'hiver, quand ils avaient moins de travaux à faire dans les champs, travaillaient en fin de compte dans ces manufactures. Et pourtant, au Creusot, gros changement. Rappelez-vous la photo précédente. D'accord? Voyons un petit peu ce qui se passe en 1836. Eh bien, on voit, vous voyez la photo du départ ici, on voit que la ville du Creusot s'est véritablement agrandie en 1836, enfin à partir de 1836, grâce aux frères Schneider. Les frères Schneider, ce sont des industriels qui ont racheté le Creusot et qui ont fait toutes ces immenses constructions. Et qu'est-ce que l'on voit ici au premier plan? Eh bien, en fait, on voit un ensemble de grands bâtiments qui constituent en fin de compte des usines en fin de compte, vous voyez, avec apparemment de la vapeur qui ressort donc en fait de grandes cheminées. Qu'est-ce que c'est que ces usines? Pourquoi de telles usines ont pu apparaître ici? Qu'est-ce qu'on y fabrique? Qu'est-ce qui a permis tous ces changements? Eh bien déjà,
Pourquoi des usines sont-elles apparues? Parce qu'il faut savoir que depuis la fin du XVIIIe siècle, une nouvelle source d'énergie a été inventée. C'est une nouvelle innovation qui s'appelle la vapeur. Comment fonctionne cette vapeur? Vous avez tous déjà vu la vapeur. Je ne sais pas, par exemple, quand vous faites chauffer une gamelle d'eau, il y a de la vapeur qui s'échappe. Si vous mettez un couvercle dessus et la vapeur qui s'échappe, on voit bien donc en fait que c'est une énergie. Eh bien, plusieurs personnes se sont penchées pour faire fonctionner une machine. Et cette machine à vapeur, voilà comment elle fonctionne. On fait donc chauffer toujours le même principe de l'eau, mais vous voyez ici qu'on va utiliser plutôt du charbon. Alors je ne parle pas du charbon de bois qu'on utilise par exemple dans le barbecue, mais du charbon que l'on va utiliser, qu'on va aller chercher donc en fait sous terre. Ce charbon-là donc en fait va chauffer de l'eau, et avec la vapeur qui va donc ressortir, cette vapeur-là va actionner des pistons, et on verra que ces pistons seront capables d'actionner des grosses roues qui elles-mêmes pourront actionner en fin de compte de grosses machines. Prenons un exemple. Eh bien, vous voyez par exemple ici cet immense marteau, ce qu'on appelle un marteau pilon qui se trouvait au Creusot. Ce marteau-là lui-même n'est plus actionné par des hommes, parce qu'il n'aurait pas la force de le faire, mais par toujours, vous voyez ici un ensemble de tuyaux, une vapeur qui fait actionner en fait ce marteau-là. Alors à quoi il sert ce marteau? Vous imaginez que l'usine a fabriqué du fer. Ce fer-là, il faut l'aplatir parce qu'il ne sort pas d'une façon très, d'une façon très nette. Donc, pour aplatir en fin de compte le fer, c'est l'énergie du marteau pilon qui va le faire. Seulement, si vous avez bien compris, de telles machines, elles sont immenses. Vous voyez les hommes qui sont à côté. Eh bien, comme on est capable au 19e siècle de fabriquer des grosses machines, il a fallu construire de grands bâtiments pour concentrer ces machines, et c'est comme ça que vont apparaître ces différentes usines. Et pourquoi ces usines que vous voyez là ici, qui ont des fonctions différentes, on les verra plus tard, pourquoi ces machines ont-elles la vapeur? Parce que à l'intérieur de ces usines, vous avez bien compris qu'il y a des machines à vapeur qui vont permettre de faire fonctionner différentes machines pour produire. Alors pour produire quoi? Déjà pour fonctionner, ces machines elles ont besoin de charbon, vous êtes bien d'accord? Pourquoi au Creusot c'était favorable? Parce que si vous regardez bien le Creusot qui se trouve ici, eh bien, la petite ville du Creusot est située juste à côté d'immenses mines de charbon et de mines de fer. Ça tombe très bien. On a besoin de charbon pour faire fonctionner les usines. On a besoin de fer pour le transformer. Et c'est la raison pour laquelle l'usine de Creusot est située à cet endroit. On reprend donc les usines de Schneider. Pourquoi elles se sont développées? Au départ, on avait donc du charbon et des fers à proximité. Ce charbon et ce fer, on l'emmène au Creusot. Au Creusot, on chauffe dans des grandes cheminées, dans des grands fours, ce qu'on appelle des hauts fourneaux, à plus de 1300 degrés, le charbon et le minerai de fer. Quand on chauffe tout, on obtient donc en fait de la fonte, et on verra plus tard de l'acier. Cet acier, donc une fois qu'il est obtenu, je vous ai dit, on obtient une surface en fin de compte qu'il faut travailler, on obtient un métal qu'il faut travailler. Comment on le travaille? On le travaille dans les forges. Rappelez-vous avec le marteau pilon. Ce marteau pilon va permettre donc en fait de prendre ce métal et d'en faire des formes qui seront très pratiques. J'espère que vous me suivez toujours. Et à partir de là, dans les forges, on va pouvoir fabriquer quoi? On va pouvoir fabriquer par exemple des rails pour les chemins de fer. On va pouvoir fabriquer des canons. On va pouvoir fabriquer des ponts en grande quantité. Donc, voilà comment fonctionne cette usine de Schneider. On comprend donc en fait comment l'industrie a pu apparaître ici, au Creusot. Qu'est-ce qui a changé au Creusot? Depuis donc le 19e siècle, de vastes usines ont été construites. On est capable, vous avez bien compris, de produire en grande quantité, ce qui n'était pas le cas avant. On ne pouvait pas fabriquer en grande quantité quand on était dans un atelier. On y produit des pièces en acier. Donc, je vous rappelle, c'est ce métal qu'on obtient grâce au mélange du charbon et du fer. Et ces usines, pour fonctionner, ont eu besoin d'être situées à côté de mines de charbon et de fer. Ces usines aussi ont besoin de nombreuses personnes. Et c'est ainsi qu'au 19e siècle, on verra qu'il y a de plus en plus d'ouvriers. Alors, question très importante maintenant. On a vu ce qui s'est passé au Creusot au 19e siècle. On a donc compris pourquoi des usines sont apparues et où sont-elles apparues. Est-ce un cas unique? Eh bien non. Si vous regardez bien cette carte, on s'aperçoit que partout où vous avez des petites taches violettes, ce sont des endroits où sont apparues des usines. Des industries. Des industries, vous voyez, sont apparues ici, donc en fait dans l'Angleterre, sont apparues ici dans le nord-est de la France, très important, sont apparues également ici en Allemagne, aussi bien à l'ouest de l'Allemagne
qu'à l'est de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on y produit? Eh bien, un petit peu partout. On y produit aussi beaucoup donc en fait de métallurgie, du métal, je vous l'ai dit, mais on n'y produit pas uniquement du métal. C'est le cas encore une fois du Creusot, mais on va également y produire beaucoup de textiles. Textile, c'est ce qui est en rose ici sur votre carte. Ça veut dire qu'on est capable de fabriquer maintenant des vêtements en très grande quantité. Et puis toujours, si on regarde bien cette carte-là, on s'aperçoit que toutes les usines, finalement, sont situées à côté de mines de charbon. Rappelez-vous pourquoi? Parce qu'on a besoin du charbon pour faire fonctionner la machine à vapeur. Donc résumons, les premiers changements dans la façon de produire apparaissent bien dès la fin du 19e siècle en Angleterre. Pourquoi c'est en Angleterre? Parce que c'est là que James Watt a inventé la machine à vapeur en 1769. Les changements, si je résume la carte, ont lieu surtout en Europe de l'Ouest. On l'a vu en Angleterre, en Allemagne et en France. Donc en France, on cite le Creusot, on cite le nord-est de la France. On peut citer également Saint-Étienne, d'accord? Et ces changements sont toujours situés à côté de bassins houillers, toujours situés à côté de mines de charbon. Mais on ne produit pas uniquement du métal, on produit également du textile. C'est ainsi que commence la première industrialisation. Face à vous, vous voyez ici par exemple une usine, une filature, où on fabrique du fil en grande quantité. Et vous voyez bien que ces usines fonctionnent. Vous voyez, toutes ces machines sont actionnées ici par une espèce de roue qui tourne. Et cette roue, elle tourne toujours pareil avec la machine à vapeur. Tous ces changements partout vont vraiment permettre de produire en grande quantité. Vous avez ici ce tableau qui vous montre ce qui s'est passé au Royaume-Uni au 19e siècle. Regardez en ce qui concerne l'acier, on voit que le Royaume-Uni en fabriquait déjà en 1850, mais elle est capable d'en produire beaucoup plus en 1913. Il en est aussi de même pour la production de fonte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrialisation s'est faite en 2 temps. Tout a commencé au départ parce qu'on a une nouvelle source d'énergie qui était la vapeur, la machine à vapeur. Mais à partir de 1880 jusqu'à 1930, on assiste à une deuxième révolution industrielle parce que d'autres innovations ont eu lieu. Quelles sont ces innovations? Et ces innovations ont lieu tout d'abord aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on va inventer? Qu'est-ce qu'on va trouver? 2 nouvelles sources d'énergie, le pétrole et l'électricité. L'électricité, tout ceci marchera avec la lampe à incandescence de l'américain Edison. Mais également, on sera capable de faire des moteurs électriques qui seront très pratiques pour faire fonctionner des usines. Dans le même temps, des Allemands vont inventer des moteurs à diesel, ce qui veut donc dire que à partir du 19e siècle, de nouvelles industries vont apparaître. Ici, j'ai marqué la chimie, mais ça peut être aussi, bien entendu, des industries automobiles. Vous l'avez compris, si on est capable d'utiliser le pétrole comme énergie et si on utilise le moteur à diesel, eh bien, on est capable de fabriquer des voitures, et là en grande quantité. Ainsi, à la fin du 19e siècle, nous voyons que l'industrialisation s'est étendue à plusieurs continents sur cette carte. On voit bien que les continents dans lesquels est apparue l'industrialisation restent l'Europe, mais à la fin du 19e siècle, on voit que les États-Unis sont industrialisés, petit rappel Alaska, mais également le Japon s'est industrialisé. Mais ce qui est très net, c'est de montrer que l'Europe reste vraiment la première région industrielle au 19e siècle. Et ça veut dire que ça va rester au 19e siècle vraiment la première puissance mondiale qui va vouloir exporter tout ce qu'elle va fabriquer, je rappelle, ses productions textiles ou ses productions métallurgiques. C'est ce qu'on appelle finalement la première mondialisation. On retient l'Europe, continent le plus riche au 19e siècle. Oui, mais la question, avec quels moyens de transport l'Europe va-t-elle réussir à écouler toute sa marchandise, toute sa production? Les moyens de transport qui existaient jusqu'alors vont être un peu désuets. Eh bien, pour le savoir, suite au prochain épisode.